Bonjour, chers étudiants. Et dans ce cours, nous allons nous intéresser à une famille de médicaments extrêmement importants en thérapeutique. Donc, il s'agit des antifongiques. En fait, les infections fongiques et les affections mycosiques, et qu'on appelle également les mycoses, constituent un problème majeur de santé publique. Donc, ce sont des infections qui peuvent être sans danger, et des infections bénignes, et comme par exemple un simple pied d'athlète, ou du moins extrêmement grave, et notamment lorsqu'elle touche des patients immunodéprimés. Donc, contrairement aux bactéries, qui sont bien entendu des prokaryotes, les champignons sont des organismes eucaryotes, c'est-à-dire qui possèdent un noyau à l'intérieur duquel on retrouve notamment l'ADN. Donc, le fait que les champignons sont eucaryotes, cela signifie que leurs cellules ressemblent beaucoup à nos cellules. Et cette ressemblance devient problématique lorsqu'il s'agit de traiter une mycose. Donc, et cette proximité biologique rend difficile le développement de médicaments capables de détruire le champignon sans endommager l'organisme humain. Donc, c'est ça le problème. Donc, le fait que nos cellules sont eucaryotes et celles des champignons sont eucaryotes. Donc, il faudrait trouver des médicaments vraiment spécifiques et, excusez-moi, vraiment spécifiques aux cellules de ces champignons de manière à et, éviter des dommages au niveau de nos propres cellules. Donc, toute la difficulté de la chimiothérapie antifongique repose donc sur la notion de toxicité sélective. Donc, dans ce cours, donc, nous verrons les principales cibles cellulaires des antifongiques. Et quand on parle de cibles, c'est-à-dire les molécules qui vont être attaquées justement pour tuer et l'agent pathogène. Donc, on verra également les différentes familles de médicaments, leur mécanisme d'action, leurs relations, structure, activité, leurs indications cliniques, leurs effets indésirables.
Nous verrons également pourquoi certains médicaments sont réservés aux infections superficielles alors que d'autres donc, sont indispensables pour sauver la vie des patients atteints de mycose systémique. Maintenant, avant d'étudier les médicaments, donc, nous allons nous intéresser aux maladies qu'ils traitent. Il faut dire que les champignons sont responsables des mycoses qui appartiennent essentiellement à deux grands groupes. Il y a les levures, comme par exemple Candida. Il y a aussi les moisissures, comme Aspergillus. Donc, selon leur localisation, donc les mycoses sont classées en trois catégories. Selon leur localisation, les mycoses sont classées en trois catégories. Nous avons la première catégorie qui comprend les mycoses superficielles. Elle intéresse la peau, les cheveux et les ongles.
Et les principaux dermatophytes sont Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton. Ces infections restent localisées dans les tissus riches en kératine. Par exemple, taille, onychomycose, d'athlète, herpès, circiné. Et dans la deuxième catégorie, donc nous avons les candidoses cutanéo-muqueuses. Donc, elles sont provoquées principalement par Candida albicans. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que le champignon colonise la bouche dans le cas du muguet, le tube digestif, le vagin et les plis cutanés. Donc, ce sont des infections très fréquentes, et notamment après un traitement antibiotique prolongé. Alors, pourquoi? C'est parce que les antibiotiques détruisent la flore bactérienne protectrice et laissent candidats proliférer. Et puis, dans la troisième catégorie, donc, on a les mucoses profondes. Ce sont donc les plus graves, OK? Ou encore, par exemple, des candidoses systémiques liées à Candida albicans. Donc, les principaux, et alors, il faut dire que, alors, systémique, c'est parce que le champignon envahit la circulation sanguine, puis les différents organes. Donc, les principaux agents responsables, donc, il y a les candidats Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum. Donc, ces infections surviennent principalement chez les patients atteints du VIH, par exemple, et les transplantés, les personnes sous chimiothérapie, les patients, par exemple, recevant des corticoïdes ou des immunosuppresseurs. Donc, le traitement de ces infections nécessite donc des antifongiques puissants et systémiques, des antifongiques systémiques puissants, puisqu'il s'agit d'infections systémiques. Donc, on ne peut pas donc utiliser des antifongiques à action locale dans le cas de ces infections. Maintenant, en ce qui concerne les médicaments, il faut dire que ici, il s'agit des cibles antifongiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les médicaments n'agissent pas au même endroit. Okay? Et chaque famille d'antifongiques possède donc, une cible moléculaire spécifique. Donc, c'est-à-dire un endroit où et, le médicament va taper ou va se lier justement pour dérégler le fonctionnement de la cellule. Donc, on distingue quatre grandes cibles. Donc, il y a la paroi cellulaire et cette paroi qui est constituée essentiellement de bêta-glucane, chitine, manoprotéines. Et ce sont donc les bêta-glucanes qui représentent les cibles au niveau de la paroi cellulaire. Il y a la membrane plasmique, OK, et avant de poursuivre avec la membrane plasmique, donc vous voyez bien, et il y a de l'autre côté à droite les classes antifongiques. Donc vous avez les échinocandines, on vous donne un exemple, cascofongine, donc qui inhibe la synthèse des bêta-glucanes. Donc la raison pour laquelle on met bêta-glucane en rouge, c'est justement parmi les différents constituants de la paroi cellulaire et fongique. Donc, c'est les bêta-glucanes
qui vont être ciblés pour détruire le champignon. Donc, les échinocandines inhibent donc la synthèse des bêta-glucanes. Et ce qui est intéressant avec cette molécule, c'est que chez nous, dans nos cellules, il n'y a pas de bêta-glucane. Donc là, il n'y a pratiquement pas de problème de toxicité avec caspofongine, parce que caspofongine va agir uniquement au niveau de, des champignons, puisque dans nos cellules, donc, il n'y a pas de paroi cellulaire, donc nos cellules sont constituées de membranes plasmiques. Nos cellules ne possèdent pas de paroi cellulaire à base de bêta-glucane, de chitine, de manoprotéines. Donc, c'est effectivement une cible très intéressante puisque la nous pas gain. Donc, deuxième cible, c'est la membrane plasmique. Donc, maintenant, il faut savoir que cette membrane contient un stéol particulier qu'on appelle ergostéol. OK, ergostéol. Donc, ergostéol, il joue chez le champignon le même rôle que le cholestérol et chez l'homme. Donc, c'est l'équivalent du cholestérol chez l'homme. Donc, il y a plusieurs familles dans cette catégorie. Donc, vous avez les polyènes, les amphotéricine B, vous avez les azotés, vous allez voir les azolés, différents types, diazolés, triazolés, et ensuite il y a les allylamines, donc plusieurs catégories de médicaments qui vont être utilisés pour attaquer la membrane plasmique des fongies. Et puis, il y a une troisième cible, c'est le cytoplasme. Donc, certaines molécules interfèrent avec le métabolisme intracellulaire. Et puis, il y a quatrième cible, donc le noyau et qui contient notamment l'ADN, okay, qui contient l'ADN. Donc là, le médicament qu'on nous présente ici, c'est flucytosine, flucytosine, donc qui agit directement sur la synthèse des acides nucléiques. Et voyez, on a mis noyau, ensuite ADN. Donc c'est l'ADN qui représente la cible thérapeutique dans ce cas. Maintenant, il faut dire que les antifongiques peuvent être classés de plusieurs façons. Donc, plusieurs façons. Donc, une première classification dépend de leur indication. Donc, par exemple, certains médicaments ne traitent que les infections superficielles. D'autres peuvent être administrés et par voie orale pour traiter des infections profondes. Et une deuxième classification donc, dépend de leur origine. Et dépend de l'origine. Donc, on distingue par exemple les produits naturels. Le produit naturel, c'est-à-dire extrait isolé de micro-organismes. Et il existe aussi les produits de synthèse, soit synthèse totale ou hémisynthèse. Nous allons commencer donc par étudier les antifongiques naturels et notamment les polyènes dont le principal représentant est l'amphotéricine B. Donc, principal représentant, amphotéricine B. Donc,
Et en photéricine B, fongizone. Fongizone, c'est une spécialité. C'est une spécialité. Et il faut dire que les pollens constituent, euh, les pollens constituent la première grande famille historique d'antifongiques. Donc, ce sont des médicaments qui ont été utilisés bien avant les azolés. Et dans cette catégorie, donc, il existe deux molécules particulièrement importantes. Il s'agit de l'amphotericine B et la nystatine. OK? Donc, deux molécules importantes, l'amphotericine B et nystatine. Maintenant, et sur le plan structural, ces molécules possèdent plusieurs caractéristiques. Donc, ce sont des macrolides, des macrolides olides. On dit olide au lactone. Ce sont des esters cycliques. Lorsqu'on parle de olide ou bien lactone, il s'agit d'esters cycliques. Donc, si vous voyez bien la structure, vous allez voir une fonction ester. OK? Une fonction ester. Donc, les esters cycliques, on les appelle lactone, OK, ou bien olide. C'est pourquoi on dit voilà la fonction ester. Ouais? Voici la fonction ester ici. Donc, c'est l'ester, un ester peut être linéaire, OK? Et comme par exemple acétate de méthyle ou encore propanoate d'éthyle, mais on peut également trouver des esters cycliques comme l'amphotericine B. Donc, les esters cycliques, on les appelle olides ou bien lactone. Donc, pourquoi macrolide? C'est parce que ici, c'est un grand cycle. Donc, macro, ici, fait référence à la dimension du cycle. Donc, c'est un grand cycle. C'est pourquoi on parle de macrolide. On pourrait dire également macrolactone. OK? Maintenant, cette molécule, c'est aussi un hétéroside. Pourquoi on parle d'hétéroside? C'est parce que il y a un sucre, voilà, il y a un sucre aminé qui rentre dans la structure de l'amphotericine B. Et comme c'est un hétéroside, donc dans les hétérosides, il y a deux parties. Il y a une partie glucidique qu'on appelle glycone, une partie non glucidique, c'est le cycle qu'on appelle, le grand cycle qu'on appelle aglycone, et ce grand cycle qu'on appelle aglycone s'appelle également génine. Donc, génine ou aglycone, c'est la partie non glucidique de l'hétéroside, et dans le cas de l'amphotericine B, donc cette génine, cette partie non glucidique s'appelle amphotéronolide, amphotéronolide A. OK? Amphotéronolide A. Donc, c'est comme quoi l'amphotericine B est constituée de deux parties. Il y a l'amphotéronolide A plus ce sucre aminé, donc qui constitue les deux parties de cette molécule. Donc, ce sont donc des macrolides, des esters cycliques. Des esters cycliques, ce sont des polyènes, c'est-à-dire qui possèdent plusieurs doubliaisons, vous voyez ça, ce sont des polyols, aussi plusieurs fonctions alcool. Et comme je l'avais dit, il possède un sucre aminé, et ce sucre aminé s'appelle osamine. Bon, osamine, c'est le nom général de tous les sucres aminés. Osamine ou bien sucre aminé. Et puis,
propriété remarquable de cette molécule, une propriété remarquable donc, de cette molécule, c'est le caractère amphiphile. Donc, amphiphile ou amphifatique. Amphiphile ou amphifatique. OK, amphiphile ou amphifatique. C'est quoi amphiphile ou amphifatique? Donc, c'est des molécules qui possèdent donc, une partie qui est polaire et une partie qui est non polaire. Par exemple, et là, si vous voyez ici, cette partie de la molécule, c'est non polaire. OK? Mais par contre, si vous prenez cette partie avec toutes ses fonctions alcool, voilà, si nous prenons tout ça là, c'est une deuxième partie qui est polaire. Donc, il y a un pôle qui est polaire, il y a un pôle qui est apolaire. Donc, ce sont des molécules amphiphiles ou amphipathiques. C'est différent de amphotère. Donc, amphotère, c'est une molécule qui est à la fois base et acide, par exemple l'eau. L'eau est une molécule amphotère parce que il y a à la fois des caractères basiques et caractères acides, mais les molécules eux-mêmes qui gagnent une extrémité polaire et une extrémité non polaire, un côté polaire, un côté non polaire, on les appelle des amphiphiles ou des molécules amphipathiques. Donc, cette propriété, c'est-à-dire le caractère amphiphile, donc, sera essentiel pour le mécanisme d'action sur la membrane et fongique. Donc, tout en sachant que la membrane fongique est de nature et lipidique. OK, donc là, donc il y a un autre nom ici, c'est macrolactone polyénique. OK, donc là, on peut dire que les amphotéricine B et nystatine, ce sont des macrolactones ou encore macrolides polyéniques. Donc, nous allons en fait entrer en détail dans la structure de ces molécules. Donc, le terme polyène et encore l'adjectif polyénique signifie plusieurs doubliaisons. Donc là, vous êtes d'accord avec ça. Et si vous regardez ici, donc effectivement, il y a plusieurs doubliaisons et ce qu'on constate aussi, c'est que ces doubliaisons sont, et il y a une alternance entre doubliaison et liaison simple. Donc là, on appelle ça conjugaison. Donc les doubliaisons sont conjuguées. Donc doubliaison, simple liaison, doubliaison, simple liaison, doubliaison, etc. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 doubliaisons donc, qui est conjuguée, c'est-à-dire qui est alternée avec des liaisons sigma, des liaisons simples. Donc, le noyau principal, et comme je l'avais dit, c'est un grand cycle appelé macrolactone. Et amphothéronolide A, on appelle ce grand cycle, s'appelle amphothéronolide A. Il y a de nombreux groupes en hydroxyle, donc qui est responsable du caractère hydrophile de notre partie. Et il y a une longue chaîne et cette longue chaîne avec les doubliaisons qui constituent la partie apolaire ou encore la partie lipophile. Donc maintenant, cette disposition permet à la molécule donc de s'insérer dans les membranes contenant l'ergosterol. Donc le fait que il y a une partie apolaire, ok, lipophile, et comme la membrane plasmique est de nature lipophile, donc maintenant, cette partie lipophile de l'amphotéricine B peut s'insérer sans difficulté donc, dans la membrane des champignons. Donc, ça veut dire que toute la pharmacologie des polyènes
donc découle donc directement de cette structure chimique. Donc c'est ce qu'on appelle la relation structure-activité et qu'on va détailler plus loin. Donc maintenant, nous poursuivons avec cette structure. Là encore, on a beaucoup plus de détails sur la structure, beaucoup plus de détails sur la structure. Donc, il y a plusieurs éléments à considérer. On a déjà parlé du grand anolactone, le grand cyclactone, le sucre. Ici, c'est mycosamine, le sucre. Donc, c'est mycosamine. C'est un sucre mycosamine. Donc, il y a un groupement amino qui se trouve ici en position, laisse-moi voir, 1, 2, 3. Voilà. Et qui se trouve en position 3. Et puis, il y a un groupement carboxyle. Ouais, donc, on montre ici un groupement carboxyle. C'est une fonction qui donne à la molécule un caractère acide. Et vous avez également le groupement amino qui donne un caractère basique. Cela veut dire que cette molécule est à la fois amphiphile, amphiphatique, un côté polaire, un côté apolaire, un côté hydrophile, un côté lipophile. Ça, c'est pour amphiphatique. Mais il y a aussi, avec la fonction acide carboxylique et la fonction amino, acide carboxylique acide, la fonction amino, le groupement amino basique. Donc, ce qui fait de cette molécule aussi un amphotère. Donc, il faut dire que l'amphotéricine B, c'est une molécule et c'est un macrolactone polyénique amphotère amphiphile, amphotère amphiphile, amphotère amphiphatique. OK? Et d'ailleurs, si le nom ampho, ouais, amphotéricine, donc provient justement du caractère amphotère de cette molécule. Et on a précisé le nom du sucre et la mycosamine, c'est 3 amino, 3 désoxydéramnose, 3 amino, 3 désoxydéramnose. Donc, c'est le nom du sucre donc, contenu dans la structure de cette molécule. Donc, et c'est le grand cycle. On nous dit que le grand cycle, le cycle macrolactone, il gagne 40, 38 atomes là-dedans. Donc, on ne va pas compter. Donc, il y a 38 atomes qui forment cycle. Donc, ce n'est pas les atomes extérieurs aussi, comme par exemple les groupes hydroxyle, non. C'est ensemble d'atomes de la chaîne fermée qui représentait 38 membres. Donc, diapositive ça, en fait encore attirer attention non, sur le caractère amphiphatique de la molécule. Donc, je l'avais fait au début. Donc, ici, on montre nous cette longue chaîne avec les liaisons conjuguées qui représentaient la partie lipophile apolaire de la molécule et en vert et qui, avec les différents groupements hydroxyle, la fonction acide carboxylique et le groupe amino qui sont des groupements polaires, donc ils sont hydrophiles. Donc, cette partie en vert est représentée. Donc, là, est partie et hydrophile de la molécule. Donc, c'est pourquoi on dit que cette molécule est amphiphile ou amphiphatique. Donc, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que cette organisation est comparable à celle d'un détergent. Donc, détergent que nous utilisons la caille, donc c'est structure ça que gagne justement. Donc,
et c'est parce que donc molécule là gagne une partie qui est attirée par l'eau et une partie attirée par les lipides. Donc cette architecture donc lui permet donc de reconnaître les gostérols présents dans la membrane fongique puis de s'y fixer. OK? Donc maintenant c'est nous poursuivons avec l'amphotéricine B et puis nystatine. Donc, on va comparer donc, les deux molécules, étant donné que ce sont des polyènes. Donc, vous allez voir à quel niveau se trouve la différence entre nystatine et polyène. Donc, la nystatine, cette molécule qui se trouve à droite, donc, possède 4 doubles liaisons conjuguées. OK, 4 doubles liaisons conjuguées. Maintenant, pourquoi c'est important? Vous voyez, et dans l'amphotéricine B, il n'y a pas d'interruption dans la conjugaison, alors que dans l'hystatine, donc il y a en rouge une interruption. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de 4 doubles liaisons conjuguées. Et après, il y a 2 doubles liaisons qui sont conjuguées. Donc, il y a pas une continuité dans la conjugaison des doubles liaisons dans l'anistatine. Donc, maintenant, et l'amphotéricine B possède 7 doubliaisons. Maintenant, pourquoi c'est important? C'est parce que le nombre de doubliaisons, c'est très important, le nombre de doubliaisons donc, influence directement l'activité fongique. OK, donc l'activité fongique, cela veut dire que dans étude relation structure-activité, on va vous dire que les doubliaisons sont essentielles à l'activité. Donc, le nombre de doubliaisons influence directement l'activité fongique, influence l'affinité pour les gostérols et puis également la toxicité. Également la toxicité. Maintenant, plus la conjugaison augmente, plus la liaison avec la membrane devient forte. Okay? Plus la conjugaison augmente, plus la liaison avec la membrane devient forte, et plus, par exemple, dans l'amphotéricine B qui présente et qui a cette double donc on peut dire que l'amphotéricine B présente une activité beaucoup plus intéressante que la nystatine parce que il gagne beaucoup plus de double liaison. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est utilisée dans les infections systémiques sévères, alors que la nystatine reste essentiellement réservée donc, aux infections, aux traitements locaux et des candidoses. Maintenant, parlons de la relation structure-activité. Alors, à titre de rappel, quel est l'objet de la relation structure-activité? Donc, la relation structure-activité cherche à répondre à une question essentielle. OK? Donc, cette question, c'est pourquoi une modification de la structure chimique entraîne-t-elle une modification de l'activité biologique? Mais pourquoi une modification de la structure chimique entraîne-t-elle une modification de l'activité biologique? Chez les polyènes, donc, on a fait plusieurs observations. Donc, premièrement, le grand cycle macrolactone est indispensable à l'activité. Deuxièmement, les doubles liaisons conjuguées sont responsables de l'interaction avec les gostérols. Et troisièmement, les nombreux groupes hydroxyles donc, assurent la solubilité et participent à l'ancrage de la membrane. Okay? Et enfin, lorsque le nombre de doubliaisons augmente et l'activité fongique augmente également, mais la toxicité peut aussi s'accroître. OK? Donc, c'est en fait
un excellent exemple de compromis permanent et recherché en chimie médicinale entre efficacité thérapeutique et sécurité d'emploi. OK? Et donc, nous allons voir dans les diapositives suivantes donc, comment cette relation structure-activité explique les différences entre l'amphotericine B, l'anistatine et les autres antifongiques polyéniques. Donc maintenant, dans les slides précédents, donc nous avons vu que les polyènes donc, possèdent une architecture très particulière. OK? Donc maintenant, nous allons comprendre pourquoi et alors nous avons déjà commencé à chercher à comprendre donc, pourquoi cette architecture donc, détermine directement l'activité antifongique. Donc, c'est en fait, nous sommes en train d'étudier la relation structure-activité. Donc, pourquoi une modification dans la structure affecte-t-elle donc, l'activité biologique de ces molécules? Donc, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le premier élément à considérer ici, c'est le grand anolactone, le grand cycle en lactone. Donc, les antibiotiques et polyéniques produits par les actinomycètes possèdent tous un grand anneau lactone. Et cet anneau constitue ce qu'on appelle le squelette et de la molécule. Donc, il permet donc d'orienter correctement les différentes fonctions chimiques et afin qu'elles puissent reconnaître leur cible et biologique. Donc, une modification importante de cet anneau entraîne généralement une perte d'activité. Donc, il entraîne généralement une perte d'activité. Deuxième élément à considérer, c'est les doubles liaisons et conjuguées. Les doubles liaisons et conjuguées. Donc, les polyènes possèdent entre 4 à 7 doubles liaisons conjuguées. OK? Maintenant, cette conjugaison crée une longue surface et hydrophile, mais aussi plane. OK? Hydrophile, mais aussi plane, donc capable de s'associer à l'ergostérol de la membrane fongique. Donc, plus la conjugaison est importante, plus l'affinité pour l'ergostérol augmente. OK, maintenant, malheureusement, cette augmentation de l'affinité s'accompagne souvent d'une augmentation de la toxicité envers les cellules humaines. Et troisième élément à considérer, c'est les nombreux groupes hydroxyles donc, qui est responsable du caractère hydrophile de cette molécule et ces groupes hydroxyles permettent donc une meilleure orientation dans la membrane et des liaisons hydrogènes avec d'autres groupes polaires et une meilleure aussi interaction avec le milieu aqueux. Donc, il constitue donc la face hydrophile du médicament. Donc, ce qu'il faut retenir, comme on l'avait déjà dit, donc les polyènes sont des molécules amphiphiles et amphotères. Donc, amphiphile, on peut dire amphiphile ou amphiphatiques, c'est la même chose, capable d'utiliser l'une ou l'autre, mais amphotère, c'est autre chose. Amphotère ou ampholite. OK? Nous poursuivons. Maintenant, ce qu'on peut, là, on va ici voir la différence entre une statine et amphotericine B, tout en considérant la relation structure-activité. Donc, on en a déjà parlé, l'amphotericine B possède 7 doubles liaisons conjuguées,
dans la nystatine, d'un côté, on a 4 doubles liaisons conjuguées et de l'autre côté, on a 2 doubles liaisons conjuguées. Donc, c'est 2 doubles liaisons d'un côté et 4 doubles liaisons d'un côté, séparées par, je crois, 3 liaisons sigma et continues. Donc, même si cette différence paraît minime, OK? Donc, ça, je crois vous l'avoir dit à maintes reprises, en chimie, la modification peut paraître minime, mais les conséquences peuvent être graves sur le plan biologique, sur le plan physiologique. Donc, quelle que soit ces modifications qui fait dans structure molécule, donc ça va pas m'entraîner la perte totale de l'activité biologique, ça est capable de transformer un médicament en poison. OK? Donc maintenant, cette petite différence, il peut influencer considérablement la propriété biologique de ces deux molécules. Donc, on en a déjà parlé. L'amphotericine B présente une meilleure affinité pour les gostérols, une activité antifongique plus importante, malheureusement également une toxicité est plus importante. Et c'est la raison pour laquelle on va l'utiliser pour les infections systémiques. Et puis, donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc, les polyènes sont, on a déjà dit ça, donc ce sont des macrolides, c'est-à-dire des molécules comportant un grand cycle dont la taille peut varier selon les composés. Donc maintenant, et la taille de l'anneau ou encore la taille du cycle, donc il gagne influence aussi, et par exemple, sur la flexibilité moléculaire, la conformation, la reconnaissance de l'ergostérol et même la pharmacocinétique. OK, donc maintenant nous allons nous intéresser, revenir à la photéricine B. OK, donc nous devons commencer avec la photéricine B. On a fait la comparaison avec la nystatine. Donc, on nous retourne à l'amphotericine B. Il faut dire que l'amphotericine B, en fait, c'est un antifongique naturel, donc qui est produit par une bactérie du genre Streptomyces, donc précisément Streptomyces nodosus. OK? Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que un antibiotique antifongique qui est fabriqué par une bactérie vivant dans le sol. Okay? C'est une bactérie qui vit dans le sol, donc qui produit cet antibiotique antifongique. Donc là, dans la nature, donc les micro-organismes développent des substances chimiques afin de concurrencer les autres espèces. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une compétition, il y a une concurrence et qui oblige les, 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 les êtres vivants de façon générale donc à mettre au point des armes justement pour se protéger, pour attaquer les autres, pour protéger son territoire. Et on n'a pas vu ça seulement pour les bactéries, mais c'est tous les êtres vivants, que ce soit les végétaux supérieurs, que ce soit les hommes. Et voilà, donc il y a une compétition farouche, donc ce qui les oblige à mettre au point des armes justement pour se prémunir des éventuelles attaques d'autres organismes ou d'autres nations. Donc, les deux, il existe deux amphotéricines. OK, il existe deux amphotéricines. Donc, ces deux amphotéricines ont été isolées. Il y a l'amphotéricine A et aussi il y a l'amphotéricine B. Mais sur le plan clinique, c'est l'amphotéricine B qui présente un intérêt thérapeutique majeur. Donc, c'est donc elle qui est utilisée donc, en pratique clinique.
Maintenant, ce qui a trait à l'administration, donc la photéricine B est, est administrée principalement par voie intraveineuse. Pourquoi? Parce que son absorption digestive est extrêmement faible. Alors, pourquoi faible? Vous voyez que c'est une molécule qui présente beaucoup de mouvements polaires. Il est vrai qu'il y a une partie apolaire, mais si vous regardez bien la structure, donc la partie polaire prédomine et donc puisque la partie polaire prédomine, donc ça va affecter la perméabilité membranaire. Donc les infections qu'elle traite sont graves et nécessitent donc des concentrations plasmatiques élevées. Donc c'est un médicament qui est réservé particulièrement et aux candidoses systémiques et comme cryptococcose et aspergillose invasive, histoplasmose sévère et chez certains patients immunodéprimés, donc le médicament ça est capable de sauver la vie. Donc maintenant, là, c'est des informations que nous avons déjà. Et c'est des informations que nous avons déjà. Donc, la photéricine B, c'est un macrolide et polyénique, notamment heptène. OK, cette doublison conjuguée. Donc, nous avons un sucre qui c'est mycosamine, groupe carboxyle, amine primaire. Et puis, c'est un composé amphotère. Voilà, et on a beaucoup parlé de cette structure. Donc, on a essayé d'avancer. Alors, maintenant, il faut dire que en termes d'activité biologique, la photéricine possède un spectre extrêmement large. Et elle agit notamment contre Candida, Cryptococcus, Porotrix et puis coccidioïde. En revanche, ce qu'il faut dire, même, elle n'a aucune activité antibactérienne ni antivirale et son mécanisme repose sur sa fixation à l'ergostérol. Donc, ergostérol, c'est la cible thérapeutique et cette fixation désorganise la membrane. Donc, le fait que amphotericine B se fixe à l'ergostérol, donc ça crée et entraîne une désorganisation de la membrane et cette désorganisation donne naissance à des pores et ces pores qui apparaissent permettent la fuite, l'entrée et la sortie d'ions, de molécules sans contrôle, ok, dans la cellule. Voilà ce qui va être responsable de la mort de cette cellule. C'est parce que il y a une perte de la perméabilité membranaire. OK, donc on reste ici et dans une prochaine vidéo, donc nous poursuivons avec l'étude de l'anistatie.